Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Vanessa Flores, je suis responsable des actions culturelles à main d'œuvre. Et ma collègue est Antoinette, chargée des arts visuels à main d'œuvre. Du coup, je vous souhaite la bienvenue à main d'œuvre. Je vais faire une petite présentation de là où vous êtes, cette association. Et puis, je vais présenter mon travail à main d'œuvre. Et Anne parlera des résidences. Voilà, je ne pourrai pas rester avec vous pour le débat, donc si jamais vous avez des questions, je vous laisserai mon mail à l'oral, et Anne aura aussi, vous pouvez me contacter si jamais vous avez des questions précises sur ce que moi j'ai développé. Du coup, Main d'œuvre est une association qui a ouvert ses portes au public en 2001, donc elle a 13 ans d'existence maintenant. Bientôt 14, et c'est deux fondateurs qui ont créé ce lieu, Fazette Bordage et Christophe Pasquet. Fazette a créé la première friche culturelle en France qui s'appelle le Confort Moderne à Poitiers, et Christophe a monté l'association Usine Éphémère qui avait pour vocation de réhabiliter grossièrement des lieux désaffectés qui étaient voués à destruction, et à les donner, à mettre l'électricité, l'eau, et à les donner aux artistes pour qu'ils aient des espaces de travail. Parce que à l'époque, ils s'étaient rendu compte qu'il y avait très peu à Paris, en région parisienne, des espaces de création. Il y avait beaucoup d'espaces de diffusion, beaucoup d'espaces pour montrer son travail, mais pas forcément ni d'espace ni de temps donné aux artistes pour pouvoir créer. Donc le lieu, Main d'œuvre a tout de suite voulu être pérenne. Du coup, voilà, il n'y avait pas cette question d'éphémère, le lieu n'allait pas être voué à la destruction. Mais ils ont tous les deux du coup monté une équipe, ils ont fait 2 ans de travaux, ils ont repéré le lieu, je vous passe un petit peu l'histoire, mais en gros vous avez reconnu que c'est un bâtiment qui date de l'époque industrielle, qui était le centre social et sportif des usines Valeo. Donc il y avait une usine d'équipement automobile qui était située en face. Et cette usine avait, et son comité d'entreprise avait construit ce bâtiment en voulant que leurs ouvriers puissent venir déjeuner le midi au rez-de-chaussée. Il y avait une salle de sport qu'on a conservée qui s'appelle le gymnase, qui est la salle au premier étage dont on entend les bruits d'opéra, qui est dans son jus. Et cet étage-là, le deuxième étage, c'était l'étage des dirigeants, avec cette salle des années 70 qui était la salle de l'architecte qui a créé, je ne sais plus le nom, mais qui était surnommée par les ouvriers la salle des mauvaises nouvelles. C'était là que les dirigeants prenaient des décisions drastiques en termes d'effectifs, de licenciement, bref. Je vous passe ce côté-là. Main d'œuvre, du coup, c'est monté en voulant donner du temps, des espaces aux artistes, en prenant la forme de résidence, dont Anne parlera, mais et l'aspect pluridisciplinaire est important. Donc on accueille aussi bien des compagnies de théâtre, des compagnies de danse, des musiciens et des plasticiens, et des artistes plutôt dans le domaine de l'art numérique, mais qui sont toujours reliés à une discipline artistique. Et puis, ce qui était important aussi, c'était de pouvoir, ce qui était important à l'ouverture de Main d'œuvre, c'était de pouvoir montrer le processus de création. En fait, que les spectateurs ne soient pas juste consommateurs d'œuvres, de spectacles aboutis, mais de pouvoir ouvrir les portes et que de tout à chacun pouvait entrer et voir un artiste au travail. Pour montrer, parce que nous on avait la chance d'avoir des espaces de travail et du temps, puisque c'est des résidences qui vont de 1 an à 3 ans. Donc les artistes sont là, viennent travailler. Et l'idée c'était d'ouvrir les portes et de montrer ce qui se passe dans un studio de musique, dans le studio de danse, dans les ateliers de plasticiens, et de montrer des choses en cours, en train de se faire, et de pouvoir rencontrer l'artiste l'artiste pour parler de alors qu'est-ce que tu es en train de faire, comment, c'est quelle matière, comment ça te prend, et toutes ces questions auxquelles quand on voit plutôt l'œuvre aboutie, on se pose, mais on ne voit pas la chose se dérouler devant nous. Et du coup, moi je suis arrivée en poste il y a 6 ans avec cet objectif-là, de montrer le travail en cours. Et puis du coup, ça a pris plusieurs formes.
Dans tous les cas, moi je pars tout le temps de l'envie de l'artiste. Donc une fois que mes collègues des disciplines ont choisi les artistes avec lesquels elles veulent accueillir en résidence, je les rencontre et déjà je leur présente le territoire, parce qu'on parle de territoire. Je leur présente le territoire sur lequel ils vont venir travailler, donc Saint-Ouen, ses spécificités, les partenaires, le réseau avec lequel moi déjà je travaille. Donc je travaille avec une diversité de partenaires assez large, puisqu'on va aussi bien en termes d'âge de public de la crèche à la maison de retraite. Je n'ai pas fait le cimetière encore, mais ça serait tardé. Mais vraiment, c'est très large. Je ne travaille pas uniquement sur une mission éducative auprès des publics scolaires. Et je vais travailler dans différents secteurs, donc aussi bien dans le secteur du handicap, de la santé, de l'environnement, secteur social évidemment, de la prévention de rue, etc. Donc on va aller, l'idée c'est de toucher un petit peu, toucher à tout. Alors peut-être, si je peux me permettre, à l'inverse d'un musée, on va dire, une institution en tout cas, une type muséale, il n'y a pas à main-d'œuvre de médiateur. Ouais. Ou de service des publics, c'est pas dans les objectifs du tout de main-d'œuvre. Vanessa, à l'inverse, va aller à l'extérieur et va aussi écouter les besoins des résidents dans des demandes d'écriture, de pièces de théâtre, ou je sais pas, un artiste un cartographe, qu'on puisse aller chercher des cartographes si on a. Voilà, donc c'est en fait un peu à l'opposé, je dirais, du musée, quoi. Ça se passe ailleurs et dans les murs, mais pas en médiation une fois que l'œuvre est faite. Ouais, moi du coup j'interviens quand la création, puisqu'on accueille des artistes pour des créations, j'interviens quand la création n'est pas du tout faite, donc au début de l'accueil en résidence, en présentant le territoire, en présentant les partenaires, les dispositifs que j'ai déjà montés, qui peuvent être des ateliers enfants, des répétitions ouvertes au public, ce qu'on appelle un artiste à la maison. Donc c'est toujours cette idée de hors les murs, c'est d'aller chez l'habitant ou dans des structures sociales, dans des accueils collectifs d'habitants ou autres, présenter un spectacle, un concert et échanger avec les publics sur ce qu'ils viennent de voir et de ressentir. Du coup, il y a aussi bien des artistes, je vais donner des exemples, un groupe de musique qui arrive en résidence et qui avait envie de tester ses instruments. Donc c'est le groupe Cheveux. Ils travaillent avec des instruments qui sont comme des jouets. Eux, ils ne sont absolument pas musiciens, ils connaissent rien au solfège. Ils ont été autodidactes dans la composition et ils ont acheté des synthétiseurs, des batteries électroniques, des jouets vraiment, et ils ont composé à partir de ces instruments. Et ils avaient envie de tester cette matière-là, ces outils-là, auprès d'un public d'enfants en situation de handicap. Et parce qu'il avait un ami qui était éducateur spécialisé, qui travaillait déjà avec ce public-là, mais ça s'était jamais fait, ils n'avaient pas encore réussi à collaborer entre eux. Et du coup, je me suis creusé la cervelle, on s'est dit, bon, ok, je n'avais jamais travaillé avec des enfants handicapés. Et je me suis dit, quelles ressources on a sur le territoire, donc je regardais auprès des associations. Et je me suis rendu compte que ma directrice passait tous les jours devant en vélo un institut médico-éducatif qui accueille des enfants handicapés à Saint-Ouen et qui est toujours fermé. Voilà, c'est quelque chose qui est des institutions qui sont très fermées sur elles-mêmes. Ils sortent assez peu de l'institution. Et on est allé à leur rencontre, on a proposé le projet, ça a pris, et les enfants venaient pendant 6 mois, ils sont venus une fois par semaine dans les studios de main-d'œuvre. Faire cet atelier qui a été reconduit l'année d'après parce qu'elle a été financée par la Fondation de France, qui est quand même une reconnaissance, une valorisation assez importante. Et maintenant cet atelier-là, qui s'appelle Atelier Méditerranée, c'est un des enfants qui a donné ce nom à cet atelier, et fait à Bourges, à Marseille, à Point Éphémère, dans d'autres instituts, et il y a comme ça quelque chose on est sur de l'expérimentation aussi. C'était un projet pilote qui a fonctionné, dont on a fait l'évaluation, on s'est rendu compte que ça allait et qui a fait des petits. Donc là, ça partait vraiment de l'envie de l'artiste. Et puis après, il y a la compagnie qui devait intervenir, qui s'appelle la compagnie Le Dahu,
qui est une compagnie de théâtre qu'on accueille depuis 3 ans, qui elle arrivait en résidence et pour laquelle elle faisait un travail, elle voulait créer un spectacle autour des médias et de l'influence que les médias ont dans la construction de l'identité. Et pour cela, elle avait envie de travailler, et c'est même plus qu'une envie, c'était un besoin, puisque c'était pour avoir la matière pour sa création, elle voulait tester ces thématiques de spectacle sur des lycéens et des retraités. Du coup, on avait déjà travaillé avec un lycée, donc ça c'était une porte facile d'accès de proposer ça à des lycéens. Donc on a proposé ça à des terminales qui s'étaient inscrits à l'option théâtre au bac, en volontaire, en candidat libre, mais accompagné par une prof. Donc voilà, on a rencontré cette prof de philo qui nous a aidé à construire le groupe. Et dans un deuxième temps, on n'avait pareil jamais travaillé avec des retraités. Donc évidemment, on allait rencontrer le service retraité de la ville de Saint-Ouen. On leur a proposé le projet et le projet a pu se faire et du coup des retraités ont pu venir. Et donc là, le DAU, ils en parleraient mieux que moi, mais il fonctionne à l'écriture au plateau. Donc en fait, c'est en fonction de ce qui se passe en improvisation avec les participants sur le plateau qui peuvent eux écrire leur spectacle, leur texte et la mise en scène. Et du coup, ça a donné lieu à ce spectacle-là qui s'appelle Fabulous et qui a vraiment été, dont la matière a été tirée de ces ateliers avec des amateurs. Donc, en fait, il y a plein de cas. Je n'ai pas de modèle de projet. Chaque résident, chaque projet d'action culturelle est co-construit avec l'artiste. Donc on va l'écrire, on va monter le budget, aller chercher des financements, trouver les partenaires, voilà. Ça va se faire de A à Z. Et chaque année, il y a comme ça 5, 6, 7, 8 projets qui sont menés avec des artistes différents dans toutes les disciplines. Voilà. Je précise qu'il n'y a pas d'obligation non plus. Les résidents sont ici en résidence sans aucune obligation. C'est-à-dire que quand on va travailler avec les publics et le territoire avec eux, c'est vraiment aussi de leur demande, enfin, c'est aussi de leur souhait. Ouais, aussi dans le projet en termes de développement de moyens et notamment financiers. Donc on va l'aider, c'est pour ça que ça peut durer jusqu'à 3 ans dans le développement. Alors évidemment, dans la structuration, donc évidemment de trouver des possibilités pour l'artiste de créer, et que ce soit en termes de public, de territoire ou de recherche, peut-être même plutôt presque scientifique. On travaille avec des critiques d'art, des historiens. Mais ça peut être aussi un travail sur les moyens financiers. Donc d'où aller chercher des subventions, comment créer son projet, la restitution, peut-être trouver des partenaires extérieurs chez qui on pourrait aussi présenter l'exposition ou présenter la performance ou présenter la pièce de théâtre et de créer comme ça une sorte de mutualisation aussi des moyens. Voilà, donc ça... C'est pas un critère. Voilà, il y a plusieurs possibilités pour nous. Là, par exemple, moi, typiquement, on me sollicite tous les jours parce que les gens ont une envie de faire une exposition. Donc ça, j'ai plein de projets d'expo que je reçois comme ça tous les jours et je leur dis, mais en fait, le principe de main-d'œuvre, le cœur de main-d'œuvre, c'est la résidence et l'accompagnement avant même d'être un lieu d'exposition, un centre d'art. Ce n'est pas un centre d'art. C'est pas labellisé centre d'art et moi, j'y tiens pas tellement. Puisqu'en fait, sans labellisation et sans appartenance à des réseaux type Réseau Tram par exemple, on n'a pas de... Enfin, on est libre. On est libre, on est complètement autonome, quasiment autonome. C'est un prix, parce qu'on n'est pas financé, pas un gros financement, mais voilà, en tout cas, c'est pas un centre d'art et moi j'y tiens pas parce que justement la résidence est le cœur et qu'on reste super libre et en fait à l'écoute avant tout des artistes qui viennent ici. Donc il va y avoir des partenariats, il va y aussi y avoir dans la programmation art visuel une exposition monographique sur un artiste qui reste assez jeune, enfin émergent et qui aurait besoin à un moment donné d'avoir une exposition, au vu de son travail, une exposition monographique sur Paris.
et d'aller toucher d'autres financements, d'aller peut-être chercher une galerie, c'est aussi un but, d'avoir des articles dans la presse. Donc là par exemple il y a Éléonore Saint-Agnan, l'exposition est ouverte à la fin de la table ronde, on pourra aller la voir. Éléonore, on a réussi à avoir un petit article dans la presse, dans les Inrofs, enfin, mais ça devient pour elle intéressant que d'autres gens s'interrogent sur son travail et qu'ils viennent discuter avec elle et qu'elle remette son travail en question. C'est pas que, ok, on a 1, 2, 3 articles, c'est cool, c'est vraiment un échange avec des commissaires d'exposition, des critiques d'art, où là c'est intelligent, je pense, de mettre l'artiste aussi en lien avec des professionnels, quoi. Donc c'est hyper vaste en fait les critères. Et puis ça dépend des disciplines. Vraiment, ma collègue à la musique ne va pas du tout travailler la même chose que Diane au théâtre et que Anne aux arts visuels. Il y a vraiment c'est très subjectif aussi ces choix-là. Non, c'était juste pas. Oui, bien sûr, à la question, mais en tout cas, non, il n'y a pas de critères dans ce sens. Il n'y a aucune obligation de base, après on les détermine avec les artistes qui constituent la trame en fait du contrat, signe du contrat avec les gens. Mais ce sont des objectifs qu'on fixe ensemble. Voilà. C'était très très rapide, mais je sais pas, tu avais des questions Est-ce que je viens... Ouais. Ah oui, bien. Ah oui. En fait, je prends une autre casquette. Ouais. Alors, la raison pour laquelle je pose la question, c'est que, en fait, vous avez compris par mon intervention que je m'intéresse pas mal à ces questions de participation et de place de l'artiste dans la société, travaillant sur des artistes des années 60 qui se sont posés ça, c'était une des bases de leur travail. Et dans ce cadre-là, je me suis intéressée à la vie des artistes aujourd'hui. Il se trouvait que c'était des artistes émergents parce que c'est une question de génération, je pense. C'est pas du tout discriminant. Et donc dans ce cadre, et c'est pour ça aussi que c'est comme ça que j'ai rencontré Anne Stournel, qui à l'époque était chargée de la résidence des Verrières de Pont-Aven, c'était donc pour remettre en contexte, donc ces artistes dans les années 60 et après font des choses un peu en style institutionnel, font des performances, font des happenings, font participer des gens ou pas, ou plus ou moins, enfin, ça évolue, les années 70 ça devient une utopie, etc. Puis là, ma thèse s'arrête, et puis dans les années 2014, je me rends compte que les artistes ils participent beaucoup grâce aux institutions. C'est-à-dire que les institutions, les musées, les centres d'art, les lieux de résidence, je dis institutions au sens très large, parce que c'est de l'argent public, les incitent beaucoup à participer sur le territoire, ou pas, où ils sont libres, enfin on va en parler justement. Et du coup, je me suis dit, mais c'est intéressant cette histoire, c'est-à-dire que des formes anti-institutionnelles ou assez subversives sont devenues quelque chose que la société attend de l'artiste, voire parfois grâce à auquel l'artiste peut justifier son existence sociale. C'est-à-dire que la position de l'artiste, c'est tout long, mais historique comme marginal, comme en marge, questionnant, etc. En fait, donc pas du tout intégrée, enfin pas dans une logique d'intégration. En fait, elle a dévié au cours des années et aujourd'hui, quand on est en drac ou quand on travaille dans l'institution, on demande à l'artiste au contraire de participer à la vie sociale avec ces formes qu'il a lui-même inventées dans des formes contestataires 30 ans plus tôt. Voilà, art collaboratif, tout est art, et donc l'artiste peut donc faire un travail de... je suis un peu polémique en présentant les choses, je pense que c'est exprès, mais peut devenir travailleur social, justement, je vois bien, travailleur social, être envoyé travailler par exemple en hôpital psychiatrique sans avoir du tout jamais eu de petite formation par rapport à la spécificité du handicap psychique, être envoyé, voilà. Et du coup, voilà, alors du coup là, c'était assez intéressant cette histoire, et donc c'est une question que je voulais poser. Alors, est-ce que cette perception, elle est juste, et est-ce qu'on peut différencier des types des typologies en fait de participation aujourd'hui de l'artiste
à la vie sociale. Ma deuxième question étant qu'est-ce que vous en pensez? Mais il y a sûrement il y a différents types. Là où on a vu un à main d'œuvre où c'est dans une liberté totale et au choix de l'artiste. Mais parfois c'est pas comme ça. Alors qu'est-ce qu'on peut distinguer comme ça? C'est souvent en résidence en fait que ça se passe. Alors on a créé en fait, moi et Mathilde Dion qui travaille à Astéride à Versailles, un autre lieu de résidence, on a créé toutes les deux un réseau national en fait, de résidence d'artistes qui s'appelle Art en résidence. Et parce que tout simplement en fait on était, il y a un site internet, mais on était toutes les deux un petit peu isolées dans nos contrées lointaines, moi à Pont-Aven toute seule. Et donc j'ai essayé de faire un rapport un peu, de savoir ce qui existe en résidence en France, qu'est-ce que veut dire le mot résidence et quels sont les moyens qui sont apportés aux artistes et, voilà, et comment ça se passe même en termes juridiques. Et ça va au-delà. Et du coup, j'ai recensé tous les lieux qui disaient être des lieux de résidence. Et il se trouve que je suis tombée autant sur des ateliers à louer que des résidences où l'artiste est libre en fait, de développer son projet. À aussi des DRAC qui proposent qu'on appelle maintenant des résidences missions. Donc ça c'était la DRAC Nord-Pas-de-Calais qui avait commencé à développer ça. Donc les DRAC, les résidences missions, ce sont des résidences payées à 5-6 000 euros. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal dans le paysage de la résidence. Tout à fait. Oui, donc c'est intéressant. Après c'est je vais être un petit peu ironique, mais c'est la moitié en fait, du SMIC du prof d'art plastique qui s'est fait virer l'année d'avant. Donc c'est en fait ça permet de payer moins cher en fait, un prof d'art plastique, je pense, j'en suis convaincue. Mais après pour l'artiste c'est intéressant. C'est sûr que 5 000 euros, 6 000 euros, c'est hyper bien. Après, c'est un moyen de pouvoir trouver une économie. Pour un artiste, c'est très intéressant. Je pense que c'est très intéressant. Mais ils vont l'appeler résidence. Ils vont l'appeler résidence, sachant que les artistes vont en fait avoir besoin d'avoir une voiture pour aller présenter son travail en fait, dans les écoles de la région. Donc en fait c'est une présentation du boulot de l'artiste à des étudiants. Alors je vais le décrire en termes institutionnels et rester. Disons, moi je fais c'est favorable à la liberté de l'artiste, mais la résidence mission est décrite par les DRAC comme une intervention d'un artiste sur un territoire qui ait un rôle d'observateur et d'analyste et éventuellement, je crois, de quelqu'un qui va aussi proposer, on va dire, dans une forme de comportement, de vivre ensemble, des choses comme ça. Voilà, je le décris pour les gens qui ne connaîtraient pas ça. Tout à fait, oui. C'est voilà. important, oui, tout à fait. Ensuite, comment ça se traduit Voilà, donc en soi, c'est très bien. Après, voilà, et annoncer le terme de résidence là-dessus aussi, enfin sur ce type de projet-là. Et en fait, on va recenser comme ça plein de lieux qui se disent être des lieux de résidence. Après, donc ça c'était en 2009. En 2010, il y a donc le CNAP sort une édition qui s'appelle 196 résidences en France, qui recense aussi tous les lieux de résidence, donc il y en a 196 en France. Voilà, donc moi c'est simple, je prends ma voiture et je vais visiter la plupart de ces lieux-là. Et c'était hyper intéressant. Je vais rencontrer Pauline à Montflanquin, je vais rencontrer vraiment beaucoup de lieux très différents. Et en fait, moi je me suis basée sur les lieux qui donnent des moyens à l'artiste pour produire sa propre recherche ou sa propre production. Enfin, qui n'est pas tellement d'obligation, comme c'est le cas pour les résidences missions ou des DRAC ou d'autres types de résidences. Et en fait, je me suis rendu compte que même ces résidences-là qui laissent un temps conséquent à l'artiste pour produire ou pour rechercher, sont encore très différents les uns des autres. En fait, le terme de résidence pourrait avoir autant de définitions que de lieux qui se disent résidence. Et comment faire? Quelles étaient les demandes, quelle était l'importance des demandes dans cette enquête? Quelle était l'importance des demandes de participation de l'artiste? Combien il y avait de résidences qui ne demandaient rien en échange? Très peu. Très peu, mais sur les années 96, très peu. Mais il y en a. Et donc,
On s'interroge, on se dit bon, résident, ça veut tout et rien dire, ça veut, enfin, c'est compliqué. Comment on fait quoi pour créer un réseau de résidences en France, pour présenter les artistes qui leur est proposé, qui on recense. Et donc, en fait, on est parti sur une définition. Donc, pour l'instant, on est... alors, le réseau a 1 an et demi, donc... faut vraiment nous excuser, c'est encore un peu nouveau. L'association a été créée en 2009-10. Donc, on va avoir les lieux peut-être là. D'accord. Donc on a défini la résidence comme étant un lieu qui donne des moyens financiers à l'artiste. Donc en fait le but pour entrer dans la résidence, c'est d'avoir un budget. Il faut d'une année sur l'autre. Il faut que l'artiste soit accompagné d'une personne. Donc une personne soit là mais rémunérée ou bénévole, ou en tout cas qu'elle soit là pour accompagner l'artiste dans sa résidence. Et que l'artiste ait 70% de son temps du temps de sa résidence consacré à son travail personnel, détaché de toute obligation. Alors les 70% de temps libre pour sa propre recherche, ça vient en fait d'une circulaire du ministère de 2011, 16 février 2011, qui va en fait réglementer la rémunération légale, enfin en termes légaux, la rémunération de l'artiste. Donc, dans le cadre d'une résidence, qu'on appelle la résidence au ministère, c'est un lieu qui laisse à disposition donc, à l'artiste 70% de son temps pour développer son travail personnel, en dehors de toute obligation. Et dans ce cadre-là, on paye l'artiste par des honoraires et pas des sessions de droit ou un salaire, puisque justement, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a que, je dirais, 30% d'obligation. Et donc, tous ces lieux-là... Parce que quand il y a plus de 30% d'obligation, à ce moment-là, on considère que le taux de participation est tellement important qu'on rémunère l'artiste pour ses différentes interventions. Voilà. C'est ça la loi. Voilà. Et alors, là, par exemple, à main d'œuvre, si des partenaires veulent développer un atelier avec un artiste, nous, on va le rémunérer, l'artiste. Ce n'est pas autre chose que... voilà. Et pourquoi est-ce que, c'est juste pour bien clarifier ça, pourquoi est-ce que dans cette démarche que vous avez, vous êtes si attentive à ce que l'artiste ne soit pas trop sollicité? Qu'est-ce que vous pensez de cette demande de l'artiste à participer à la société, Alors est-ce que vous en pensez que du mal? Est-ce que vous pensez quand même que ça a de bons effets? On sait bien qu'il y a des œuvres qui sont créées dans des contextes comme ça. Quel est le cœur de votre principe par rapport à ça? Et j'imagine à mon œuvre aussi, puisque vous laissez les gens très libres. Donc pourquoi est-ce que vous êtes attentif à ça? C'est une question un peu naïve. Alors, on va peut-être parler quand même de la résidence de Grégory Bucher, justement, où il y a eu une collaboration comme ça avec des habitants, mais il y a très souvent en fait des collaborations avec des habitants. Le principe étant de permettre un développement de l'art contemporain. Donc dans ce sens-là, évidemment que l'institution n'impose pas et qu'il y ait suffisamment de liberté pour que les gens... En fait, la résidence, parce qu'il y a aussi, à l'inverse, la question importante à se poser, je pense, c'est quelle est la différence avec un centre d'art, avec un FRAC, avec une école, et en fait, la résidence est un lieu de recherche, mais aussi de prise de risque. C'est-à-dire qu'on peut se craquer complet en résidence. On peut se craquer, on peut aller vers des trucs complètement fameux. Et en même temps, il n'y a jamais d'erreur, il n'y a jamais d'échec. On va tâtonner, et dans une recherche, on tombe forcément sur des impasses. Mais voilà, et dans ce sens-là, le fait de ne pas obliger à développer un projet qui serait à l'initiative du lieu, je pense, ouvre des portes pour l'artiste à se risquer, à aller rencontrer tel ou tel habitant. Et il faut que la résidence ne soit pas trop cadrée. Voilà. Et comment est-ce que vous faites, par exemple, la main d'œuvre? Du coup, je vais vous poser la question. Parce que voilà, dans des entretiens que j'ai pu mener avec d'autres responsables de résidence, qui étaient souvent parfois assez conscients de cette question-là, les responsables de résidence me disaient oui, mais vous comprenez, maintenant on est obligé de rendre compte de tout ce qu'on fait au niveau de notre subvention. Et donc c'est très les pouvoirs
pouvoir public aiment bien connaître le résultat chiffré de la résidence. C'est facile de dire l'artiste a vu 100, 200 personnes, plutôt que de dire bon, bah, il s'est mis tout d'un coup à créer des œuvres en papier gonflable. Voilà. Donc du coup, c'était aussi lié à une sorte qui est saine. Hein. Il faut bien gérer les comptes publics et suivre l'argent public. Je suis la première à le trouver très certainement important. Mais donc, il reliait cette importance des demandes faites à l'artiste aussi à une façon de justifier l'existence du lieu, finalement, justifier l'existence de l'art contemporain et suivre en fait une gestion des lieux. Donc, faudrait comment à main d'œuvre, par rapport à vos subventionneurs, vous pouviez maintenir cette position de liberté. Ouais, c'est pas facile parce que du coup, il y a des fiches bilan avec des cases. Voilà. Donc, après, nous, je veux quand même tenir à rappeler qu'on est subventionné par les pouvoirs publics à hauteur de 50%. Donc voilà, c'est pas beaucoup, mais vous êtes... voilà, on est 50%, c'est des ressources propres, donc on arrive à dégager... On a une forme d'autonomie. 47. 47 de subvention. 47 de subvention. Ah oui, donc vous êtes majoritaire. Voilà. Après, avec son équilibre qui est fragile, mais voilà. Et du coup, effectivement, il y a des projets qui sont financés par les pouvoirs publics. Après, moi, j'ai développé tout un travail de financement de mécènes et de fondations d'entreprises et de banques. Du coup, c'est ça, il y a t'inquiète. Ouais, le temps commence à tourner là. Et du coup, c'est pas tout à fait. Bon, une fondation de France, c'est ça le dossier à rendre, mais des fondations plus légères, c'est pas les mêmes grilles d'évaluation. Voilà. On a essayé de trouver des indicateurs qui soient quantitatifs comme qualitatifs, et du coup aussi dans les bilans écrits, rédigés, on peut mettre des choses qui sont plus de l'ordre du qualitatif et moins du quantitatif, mais par exemple on a monté un projet radio avec 2 artistes qui ont bossé qu'on va bosser 6 mois en préparation dessus, et pendant 5 jours, ils ont travaillé 5 jours avec 3 jeunes, uniquement 3 jeunes. Mais le travail qui a été fait avec ces jeunes, c'est un accompagnement personnalisé, mais hyper individualisé, donc vraiment qui va à la personne. Et on sait que ces 3 jeunes sont bénéficiaires à 100%, ils n'ont pas... Donc vous répondez que cette organisation que vous pouvez avoir, elle est due en partie à votre autonomie et en contrepartie à votre capacité à faire valoir ces indicateurs qualitatifs auprès de vos personnes qui vous soutiennent financièrement, les pouvoirs publics et les personnes privées qui vous soutiennent financièrement. Et c'est un chantier de travail aussi, là, en fait, la question de l'évaluation. Oui. Parce qu'aujourd'hui, l'évaluation auprès du ministère, ça c'est une lettre circulaire de 2006 qui dit, il y a un tout petit chapitre sur l'évaluation. En fait, le ministère déclare que les objectifs listés dans le contrat et la réussite des objectifs listés dans le contrat fait office d'évaluation en fin de résidence. Nous, on travaille justement sur un chantier qui permettrait de développer l'évaluation, tant au niveau quantitatif, avec les publics, les rencontres avec les publics, le rayonnement territorial aussi, les collaborations qu'on peut faire, et aussi sur un aspect qualitatif et aussi sur un aspect de recherche. Donc on est en train de voir les différents CNRS, ce qui existe comme évaluation. On essaye de... Et c'est aussi le but d'Art en résidence, et du coup, on a juste pour terminer là-dessus. Pour terminer là-dessus, on a justement développé une charte qui permet d'essayer de définir, donc c'est vraiment encore à l'étude, de définir ce que c'est qu'une résidence. C'est très compliqué. Alors, c'est pas une labellisation du tout, mais on n'en veut pas. Mais voilà, c'est un travail quand même depuis 3 ans et c'est pas simple. Et du coup, pour conclure, avant de laisser la parole, c'était une question assez générale par rapport à cette évolution qui est écrite de l'artiste faisant participer contre l'institution, sollicité par l'institution pour participer. Comment socialement, avec les formes qu'on a vues, plus de liberté, c'était assez complexe même juridiquement, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Vous côtoyez des artistes tous les jours, vous les voyez, vous pensez que... qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous c'est une façon finale qu'a trouvé la société de trouver une justification à ces personnes-là?
Ou est-ce que vous trouvez que c'est un enrichissement merveilleux pour eux? Enfin, au final, vous le ressentez comment? Vous le ressentez peut-être différemment. Moi personnellement, je pense que c'est des choses très personnelles. Je trouve que ça a des limites qu'il faut savoir poser, que l'artiste doit savoir se poser, que la structure qui accueille l'artiste doit également savoir poser, et surtout que les partenaires qui travaillent, qui sont des partenaires qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec des artistes, donc des profs, des écoles, services jeunesse, etc., faut qu'ils en soient conscients également. Du coup, ça c'est aussi aux artistes et à la structure culturelle de discuter de ça avec le partenaire. Après, moi, du coup, ça fait 6 ans que je travaille à main d'œuvre. Donc j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes et je me rends compte que c'est une immense richesse pour moi d'avoir pu côtoyer des artistes en train de créer des œuvres, etc. Donc de créer dans ces contextes où ils sont amenés à participer. Oui, où ils choisissent. Et en fait, non, je me dis que faire bénéficier à des habitants, à du public, d'un travail en proximité avec des artistes, ça peut être que bénéfique en fait. Et un des leitmotivs un peu de main d'œuvre, c'est que la créativité appartient à tout le monde, que c'est un lieu pour l'imagination artistique et citoyenne, et que en fait, les artistes sont des créateurs, mais qui peuvent transmettre aussi leur envie de créer, d'imaginer, de changer, de poser une vision de la société que tout un chacun peut aussi développer à son échelle dans sa chambre, dans son immeuble ou dans son quartier. Et du coup, c'est un peu, c'est un peu ce qui est l'idéal, l'idéologie de main d'œuvre. Après, ce que je dis, c'est qu'il y a des limites à l'instrumentalisation, à faire attention à cette liberté, garder cette liberté, cette indépendance, et en même temps ça apporte beaucoup de choses au niveau des émotions, au niveau de l'intellect, et pour moi c'est bénéfique. Après peut-être qu'Anne elle a un autre avis. Pas envie de dire son avis après. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que la résidence en fait permet, il y a une autre chose aussi que permet la résidence, c'est une aide à la mobilité, un tremplin pour aller voir ailleurs en dehors de chez soi et d'être confronté à d'autres réalités et d'autres populations et d'autres personnes peut-être atypiques, peut-être pas. Je pense au travail d'Éléonore par exemple qui est présenté en bas, ou celui de Grégory Bucher, mais je pense que ça va permettre ça, de sortir de chez soi. Moi personnellement je me vois comme une sorte de tampon entre l'institution, ma direction, l'artiste et les publics. Je suis un peu au milieu de tout ça et d'essayer de préserver tout le monde. Moi, la personne que je préserve avant tout, c'est bien évidemment l'artiste. Et du coup, je vais prendre les coups ou savoir les se dire aussi. Mais du coup, je pense que les artistes sont les premiers concernés. Voilà. On va peut faire pendant le débat à la fin. Ouais, ça marche. On peut peut-être conclure là-dessus et passer